Bonjour les amis, bienvenue à la pause RH. Qu'est-ce que la pause RH? La pause RH, c'est la safe zone, c'est le coin café, c'est l'endroit où avec ma team, mon équipe, mes copines RH, nous allons parler de sujets RH, nous allons parler de management des ressources humaines, nous allons parler de leadership, nous allons parler de développement personnel, nous allons parler de tous les sujets qui vous concernent en entreprise, qui vous titillent, qui vous parlent, qui vous embêtent, toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre RH tous les jours. Alors nous venons apporter des réponses, nous venons partager notre vécu de la fonction RH, du management des ressources humaines. Je suis Patience La Police, je suis DRH en industrie agroalimentaire, je suis directrice et fondatrice du cabinet PLP qui accompagne les entreprises et les professionnels. Et je suis avec ma team. Salut les filles. Merci d'être là. Merci de partager cette pause avec moi. C'est le Ramadan, on n'a pas de café, mais bien on pourra prendre notre café ensemble. C'est le principe. Alors, je vous laisse vous présenter et dire à nos amis qui vous êtes. Merci beaucoup Patience de m'avoir associée à ce beau projet. Comme vous le savez, aujourd'hui, il est important de parler des ressources humaines parce que le capital humain est devenu incontournable. Moi, je suis Khadija Lia, je suis RH dans les banques d'affaires de la place. Je suis passionnée de développement personnel et j'aide les personnes à remonter leurs échecs car pour moi, l'échec n'est pas une fatalité, mais c'est un moyen de pouvoir avancer et d'apprendre de ce faux pas, je vais dire, afin d'aller de l'avant. Très bien, merci Khadija. Merci à toi d'être venue et d'avoir intégré le groupe. On va partager ensemble durant ces moments. Nous sommes avec l'autre Khadija, donc c'est Khadi, c'est les homonymes. Je sais pas si c'est le Ramadan qui a fait qu'on se retrouve avec que des Khadi, mais bonjour Khadi. Bonjour Patience, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de vraiment de m'avoir invité. C'est une très très belle initiative et je suis ravie de faire partie du crew La Pause RH. Et oui, je pense que c'est vraiment une pause qui nous permettra en tant qu'RH de partager un peu nos quotidiens et qui pourra vraiment aider aussi les autres à voir à quel point les RH sont cruciaux dans tout type d'organisation, dans tout type de projet. Donc, je suis Khadi Soundiaï, responsable ressources humaines dans un cabinet d'audit et de conseil. Je suis également coach parce que des questions de développement personnel, tout comme Khadija, me passionnent. Je suis très axée sur le coaching de vie, le coaching professionnel, avec vraiment beaucoup d'appétence sur les questions de communication et d'assertivité. Je suis très contente d'être parmi vous cet après-midi. Merci les filles. Comme vous l'avez vu, nous avons mon crew, c'est des casquettes variées. Elles sont RH, elles sont coach parce que la pause RH, c'est vraiment l'occasion pour nous de partager, de développer, de donner des tips sur tous les sujets, sur toutes les questions, non seulement à nos collaborateurs ou aux personnes qui s'intéressent à la gestion de leur carrière et de leur processus en entreprise, mais également aux collègues, aux toutes les personnes avec qui nous pourrons échanger dans le cadre de ce podcast. Merci à toutes d'être là. Cette édition, ce premier épisode va parler de femmes. Nous sommes le 8 mars, nous sommes au mois de mars. Nous avons eu le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Et il est important, je pense, en tant que RH pour nous, de nous poser un peu pour discuter de la place de la femme en entreprise. Mais surtout, nous allons parler spécifiquement de leadership, du leadership. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette lutte pour les droits de la femme, c'est que les femmes sont allées dans un sens de concurrencer les hommes, de se positionner comme des hommes, d'agir comme des hommes parce qu'il fallait prouver sa valeur, parce qu'il fallait travailler 2 fois plus pour être reconnu, parce qu'il fallait fournir beaucoup plus d'efforts en tant que femme en entreprise pour accéder à certains niveaux de responsabilité, parce que
la société avait mis beaucoup de barrières aux femmes et il a fallu développer un certain type de leadership. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se penche un peu sur la place des femmes et le leadership des femmes en entreprise. Est-ce qu'au-delà du combat, est-ce qu'au-delà de la lutte pour les droits, est-ce qu'au-delà de porter le plaidoyer, il n'y a pas moyen aujourd'hui de reconnaître ce leadership des femmes et de pouvoir partager sur les qualités que les femmes peuvent avoir en entreprise? Déjà, Khadija, qu'est-ce que toi, tu entends par leadership aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup la science pour cette question. Je pense que le leadership aujourd'hui, on en parle souvent, toujours je dirais, parce que maintenant on ne parle plus même plus de manager. Tout le temps on se dit qu'il faudrait être un leader. Donc selon John Maxwell, le leadership c'est seulement l'influence, rien de plus, rien de moins. Donc par là il faut entendre qu'il faut être influent, mais avoir une vision. Arriver à adhérer les gens à cette vision afin de pouvoir vivre cette vision et la réaliser. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de leadership féminin, je dirais que c'est un leadership qui casse les codes. Parce que en général, lorsqu'on parlait avant de leadership, on avait tendance à plutôt voir Gaison. Et aujourd'hui, ce leadership féminin, c'est un leadership qui est plutôt inclusif. Parce que la femme, elle est mise en avant. Elle a la possibilité de donner son avis. Elle a la possibilité de prendre des décisions. Et en même temps, c'est cette possibilité-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place des choses. On le voit de plus en plus, les leaders sur la place. La dernière fois, c'est même hier, je lisais le magazine Réussite et j'ai vu qu'il y a 25 femmes qui sont au sommet. Donc, je pense que c'est ce genre d'exemple, de modèle qu'il faudrait mettre en avant et c'est grâce à ce leadership féminin qu'on arrive à les avoir. Super. Et justement, il y a un mot que j'ai entendu dans ta définition de leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. Est-ce que les femmes aujourd'hui n'ont pas cette capacité à influencer de manière innée? Est-ce que la femme aujourd'hui n'a pas cette capacité à embarquer les gens? Et Khadija, si tu prends ton exemple et ta pratique en entreprise aujourd'hui, comment est-ce que les femmes expriment leur leadership? Quels sont ces critères qu'on peut avoir et qu'on voit dans le leadership inclusif, dans ce leadership féminin inclusif? Ok. Je suis d'accord avec toi, Patience. Je pense que le leadership féminin, en tout cas le leadership chez la femme, est quelque chose d'inné. Fondamentalement parce que dès leur naissance jusqu'à ce qu'elles deviennent femmes actives, elles sont prédisposées à aujourd'hui encadrer une famille, embarquer une communauté, gérer la famille, gérer plusieurs tâches, mettre en place des tontines. Elles sont vraiment dans cet esprit-là inné de pouvoir accompagner, gérer, encadrer une communauté. Et en entreprise, justement, comment est-ce que j'arrive à percevoir comment ça se matérialise? C'est que les femmes leaders chez nous, elles ont des capacités, des qualités vraiment très profondes, telles que l'empathie. Elles ont vraiment un leadership empathique parce que c'est celle-là qui va vraiment se mettre à la place de son collaborateur, à se dire mais ok, comment ça se passe dans ta vie? Comment est-ce que je peux t'aider de sorte à ce que tu puisses être épanoui aussi bien au travail et que ça n'impacte pas négativement ta vie de famille, par exemple. Elles sont extrêmement empathiques, elles se mettent constamment à la place des autres. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une faiblesse, bien au contraire. Aujourd'hui, les études montrent que le leadership empathique a considérablement, en tout cas, sa place dans la performance de manière globale. En plus de ça, elles sont extrêmement résilientes. Qui dit femme parle vraiment de force. Et aujourd'hui, elles ont cette capacité-là à transformer, on va dire, des obstacles en opportunités de croissance. Et elles embarquent leurs équipes dans cet même état d'esprit. Et pour finir, elles ont ce qu'on appelle le leadership soutenant.
Comme je disais plus tôt, elles sont tellement dans les prédispositions de gérer une famille, d'être maternelle, qu'aujourd'hui, elles embarquent toute l'équipe. Dans le sens où on peut pas avancer sur un projet sans prendre les inputs de part et d'autre. Elles poussent les équipes à se challenger, à sentir qu'ils sont accompagnés à chaque étape et vraiment à donner leur plein potentiel. Et comme je disais, si le leadership devait porter un autre nom que le leadership, je pense que ça porterait le nom d'une femme. C'est génial ça. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment et j'adore parce que justement dans les différents types de leadership qu'on peut avoir, moi celui qui me parle le plus et celui que je pratique le plus, c'est ce leadership de service. C'est être ce leader serviteur. Et je crois vraiment qu'il est plus facile pour les femmes d'incarner ce type de leadership. Parce que les femmes ont ces capacités à être au service. Elles sont formées pour ça, en fait. Elles sont éduquées à être au service. Elles sont éduquées à s'occuper de tout le monde. Elles sont éduquées pour être au service de tout le monde. Et en entreprise aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes pêchent en n'utilisant pas cette capacité qu'elles ont. Parce que le service, en mon sens, et je le crois profondément, nous permet véritablement de prendre le lead. Absolument. Le service nous permet d'apprendre. Le service nous permet de sortir de notre zone de confort. Le service nous permet de fédérer autour de nous. Parce que quand on est au service des autres, on apprend des autres, on arrive à comprendre ce qui se passe dans la vie des autres. Et dans les différents métiers et ça permet vraiment de pouvoir être ces plaques tournantes vers qui tout le monde va se tourner. Parce que quand on est dans l'entreprise, on va le remarquer, la personne vers qui tout le monde va, c'est la personne qui est toujours disponible. Absolument. C'est la personne qui est toujours prête à apporter, c'est la personne qui est toujours prête à soutenir. Khadija, dans ton entreprise aujourd'hui, je sais pas quel pourcentage de femmes tu as, mais aujourd'hui, comment tu définirais le leadership que tu rencontres le plus dans ton activité, le leadership des femmes dans ton univers? Je viens d'arriver. Ça fait juste un mois que je suis là-bas. Et ce que j'ai pu voir, c'est que il y a une solidarité. Il y a une solidarité déjà entre femmes. Avant mon arrivée, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et même dans la tendance, c'est renversé. Donc, du coup, nous, on se retrouve en minorité. Et je pense, il y a la bienveillance aussi que j'ai remarqué. Depuis que je suis là, je vois que elles se soutiennent entre elles. Je pense que ce sont des valeurs qui sont très importantes lorsqu'on est entre femmes. Il faudrait se comprendre, avoir cette bienveillance-là. Et c'est ça que je retrouve actuellement là où je travaille. Avant aussi, lors de mon parcours, il m'est arrivé de croiser des fois quand dans une entreprise, il faut le dire, il y a le côté négatif. Lorsqu'il y a beaucoup de femmes, des fois il y a ces conflits. Et nous, RH, on connaît. Absolument. Donc des fois, on se retrouve à devoir gérer des conflits. Donc d'où l'importance d'avoir cette intelligence émotionnelle, parce que cette personne peut venir te dire celle-là m'a dit ceci ou cela. Et il faudrait avoir ce tact pour pouvoir gérer la situation sans pour autant frustrer les deux parties. Donc, je pense que ce côté-là aussi m'a beaucoup aidé plutôt, à évoluer en tant qu'RH. Parce qu'il faut se dire, moi, j'ai une formation en finance et compta, mais j'ai toujours été passionnée de développement personnel et de ressources humaines. J'ai toujours voulu faire des ressources humaines, mais j'avais pas eu le choix. Je me dis, oh bien, parce que des fois, avec les parents, on te dit, il faut faire cette filière, parce que c'est filière en plus de déboucher. Et là, maintenant, on se rend compte que les RH sont devenus comme les IT. Il faudrait se perfectionner, s'améliorer, apprendre tout le temps de nouvelles choses, parce que le capital humain l'exige. Donc, et c'est à travers ces expériences, ces petites expériences que j'ai accumulées, que j'ai vraiment pu comprendre et surtout avoir cette intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer les conflits en entreprise, savoir comment parler, la communication qu'il faudrait avoir. J'ai été dans une entreprise de BTT aussi où j'étais avec des manœuvres
et du personnel administratif. La manière dont je devais parler au personnel administratif était différente de la manière dont je devais parler aux manœuvres. Donc, cela aussi a beaucoup joué sur ma communication. Et vraiment, je pense que le fait d'être cette femme-là, et comme Khady l'a dit tantôt, nous avons le leadership qui est vraiment inné chez nous. Ça m'a beaucoup aidé à pouvoir vraiment gérer ce genre de situation. Et aujourd'hui, je continue en compte de voir d'autres situations et que j'arrive à gérer. Et comme vous êtes là aussi pour me conseiller. Et vraiment, je trouve que c'est ça d'être femme. Il faut avoir cette solidarité-là. Et je pense que sans ça, nous n'irons pas loin. En effet. Et j'ai beaucoup aimé ce point que tu as évoqué, cette intelligence émotionnelle. Parce que nous, les femmes, en entreprise, on nous dit, il faut pas montrer ses émotions. Les émotions sont quelque peu bridées, sont annihilées, on essaie de les cacher. Et alors que c'est une véritable force de pouvoir comprendre ses émotions, pouvoir les gérer, pouvoir les traiter. Et la résilience dont Khady parlait est également quelque chose qui est très important dans le leadership féminin aujourd'hui, parce que elles ont cette intelligence émotionnelle. Elles ont cette capacité à sentir les gens, à comprendre ce qui se passe dans la vie des autres et à pouvoir les accompagner et à pouvoir véritablement les faire grandir et pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde. Et aujourd'hui, comme on le fait dans les familles, les femmes ont cette capacité-là à être vraiment inclusives et à être équitables. Parce qu'on est vraiment dans le mois des droits de la femme. L'équité est quelque chose que les femmes ont demandé, ont recherché, elles se sont battues pour avoir ce traitement équitable, pour être traitées selon leurs valeurs, selon leurs capacités, qu'elles soient payées au même niveau que les hommes à travers leurs compétences. Et aujourd'hui, cette équité est quelque chose que les femmes savent donner et que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément quelle est l'importance de l'équité en entreprise aujourd'hui et pour la performance de l'entreprise. Khady, toi, tu es dans un cabinet aujourd'hui, un cabinet de conseil, un cabinet qui accompagne justement. Comment tes équipes peuvent accompagner leurs clients, vos clients, à comprendre l'importance de l'équité dans la performance de leur entreprise? C'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, l'équité, différemment de l'égalité, parce que certains employés vont parler de ça doit être égal, on parle pas d'égalité parce que nous sommes tous différents, nous avons des compétences différentes, nos inputs dans l'atteinte des objectifs de notre entité est différente, mais on parle vraiment d'équité. Et je pense que l'équité, c'est vraiment le socle aujourd'hui qui permet d'avoir un environnement de travail harmonieux. Et quand on est vraiment dans un environnement de travail harmonieux, de facto, ça impacte positivement la performance. Parce que le collaborateur sent que il est apprécié à sa juste valeur, qu'il est rémunéré à sa juste valeur et qu'il est embarqué à sa juste valeur. Il sent que de manière équitable, on prend en compte son point de vue sur des décisions qui le concernent directement. Pour moi, c'est ça également l'équité. Et fondamentalement, un collaborateur qui évolue dans un environnement où il sait que il est vraiment apprécié, au risque de me répéter, à sa juste valeur et reconnu pour ce qu'il fait, a tendance évidemment à performer dans l'atteinte de ses objectifs. Et cette équité-là, on va encore la ramener au genre. Aujourd'hui, par abus de langage, on va dire égalité hommes et femmes. À mon humble avis, on ne s'embarque pas dans un combat pareil. On n'est pas dans l'égalité hommes et femmes. Mais qu'on puisse reconnaître qu'à travail égal, compétence égale, qu'on puisse avoir les mêmes niveaux de rémunération, les mêmes systèmes de reconnaissance et la même récompense. Et fondamentalement, je pense aussi qu'une entité qui s'inscrit dans cette équité même genrée va encore avoir beaucoup plus de répercussions positives sur son niveau de performance et de facto sur sa croissance.
C'est super. Et justement, l'équité et je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce combat des femmes pour l'égalité. Personnellement, les hommes, faut pas m'en vouloir. Je ne crois pas à l'égalité parce que je considère que les femmes sont supérieures. Donc, je suis vraiment désolée parce que intrinsèquement, la femme a la capacité de gérer tellement de choses, à cette résilience, à cette sensibilité, à cette capacité à être multicasquette et à gérer. Il y a qu'une femme qui peut répondre au téléphone, avoir une marmite sur le feu, gérer un enfant et traiter un dossier. Il y a qu'une femme qui peut faire ça. Absolument. Si les hommes peuvent faire ça, à ce moment-là, on pourra discuter et parler d'égalité. Donc, personnellement, voilà, c'est mon point de vue. Je comprends pas pour l'égalité parce que je pars du principe que les femmes sont supérieures. Mais on se soumet quand même aux hommes parce que voilà, c'est bien. On va faire ça pour leur faire plaisir. Mais pour revenir plus sérieusement, Khadija, tu es dans une banque d'affaires. L'équité, même les clients, on les traite pas de manière égalitaire. Ah, il y a les VIP, les VVIP, et puis il y a les petits comptes. Voilà, parce que, oui, voilà, parce que dans les comptes, il y a les clients, même il y a ceux qui s'occupent des clients particuliers, ceux des institutionnels. Et puis il y a ceux qui ont les gros chiffres d'affaires. Voilà, très bien. Donc, c'est l'équité. Aujourd'hui, ma question pour toi serait de dire, dans ton environnement aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être mis en place pour être équitable dans le traitement des ressources humaines, dans le traitement des équipes? Qu'est-ce que tu conseillerais à un RH aujourd'hui pour être équitable? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quels sont tes tips? Bon, moi, premièrement, pour commencer, je pense qu'il faudrait déjà faire une enquête de satisfaction afin de palper pour voir ce que attendent les gens de l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est très important. Aussi, on a la possibilité de faire des entretiens. Et quand je parle d'enquête de satisfaction, il est préférable que ça soit anonyme. Parce que c'est pas tout le monde qui aime que cette franchise, cette comité-là de parler, parce que bon, des fois, il y a une petite peur qui se cache derrière, mais on comprend. Et après, on a la possibilité de faire aussi des entretiens avec les personnes, de demander réellement ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de l'entreprise. Je pense que c'est des paramètres qui sont assez importants. Et au-delà de ça aussi, il y a les formations. Donc, pour les formations, il est important de faire un bilan de compétences, demander aux managers aussi qu'est-ce qu'ils pensent de tels collaborateurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider déjà à s'améliorer techniquement, mais aussi côté soft skills, parce que c'est très important aujourd'hui. Et au-delà de ça, il y a le bien-être. Le bien-être est très important. Bien-être pour les femmes, bien-être pour les hommes. Pour les femmes, par exemple, pour le bien-être, dans l'entreprise où j'étais, qu'est-ce qu'on avait mis en place pour les femmes qui accouchent? On leur donne 1 mois de plus en télétravail afin de pouvoir les laisser s'occuper de leurs enfants, parce qu'il y en a qui font l'allaitement exclusif, et je pense que c'était un paramètre important. On avait aussi décidé de prendre un jour, le mois, où on est tous en fin, afin de parler sur des sujets, questions femmes, comment s'améliorer, comment pouvoir s'améliorer en entreprise, comment essayer d'allier cette balance vie pro personnelle qui nous tient tellement à cœur que j'arrive toujours pas moi-même à marre. Je sais pas si c'est votre cas ou pas. Donc, ce sont ce genre de pratiques, ce genre de demandes, être près de la personne, qu'elle sente qu'elle est valorisée, qu'elle sente que c'est l'inclusion, comment on parlait tout à l'heure en général, et après prendre le temps de dérouler. Et je pense que ça va permettre déjà de retenir les talents. Et en plus de cela, ça va nous permettre d'avoir une marque employeur forte et qui va permettre aussi d'attirer d'autres talents. Super. C'est ça, d'astuce que je pense. Super. Moi, j'aime beaucoup parce que justement, ton approche est très spécifique. C'est-à-dire, c'est de pouvoir mettre en place des accommodations raisonnables, de mettre en place une organisation qui soit spécifique à une demande spécifique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, moi personnellement, ce que je constate et avec quoi je suis pas très d'accord, c'est d'avoir ce traitement généralisé de tout le monde. On veut traiter tout le monde de la même manière. On veut
que tout le monde soit au même pied, que tout le monde reçoive les mêmes choses, que tout le monde ait les mêmes avantages. Et je pars du principe que ce n'est pas possible. Ouais. Et c'est pour ça que cette équité, Oui. moi, est extrêmement importante aujourd'hui. Les femmes ont des besoins spécifiques. Les femmes ont des besoins particuliers qu'il faut pouvoir adresser. Et je crois fermement, et je vais peut-être j'ai reçu cette semaine une super pratique qui est faite par une entreprise qui est dans le secteur minier, où j'ai halluciné parce que c'est au Sénégal que ça se fait. Ils donnent 9 mois de congé de maternité aux femmes. Mais oui. J'ai halluciné. Je dis, OK, il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça. Après, je dis, bon, c'est les miniers. C'est plus que génial. OK. Mais C'est génial, pas de 6 mois, elle a dit non. mais après, ça se comprend dans le sens où vraiment, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on perd de vue. C'est que les chiffres qu'on voit sur la démographie, là, du monde, mais elles reposent essentiellement sur les femmes. Et aujourd'hui, accompagner une femme 9 mois pour lui permettre de justement jouer sur ces taux d'évolution démographique là, c'est la base. Je sais pas quand est-ce qu'on y sera, mais sincèrement, chapeau. Parce que quand on parle de démographie, on parle de femmes. En tout cas, la Côte d'Ivoire a fait un pas. Ouais. Ah oui. Oui. À 6 mois, quand je l'ai vu la dernière fois, je me suis dit, C'est génial. Et je crois vraiment que, voilà, c'est possible. Ça nous montre que c'est possible qu'une entreprise au Sénégal arrive à donner 9 mois de congé de maternité à une femme. Ouais. C'est à saluer et à mettre en place tout un univers autour des femmes pour leur permettre d'allaiter, pour leur permettre, il y a déjà des choses très bien dans la loi, dans le code du travail que j'aime bien. Oui, mais les entreprises, en mon sens, je pense qu'on est on aime bien se limiter et dire la loi, on est RH, hein, nous on aime bien ça. On se cache bien derrière la loi pour dire non, la loi autorise ça, la loi dit ça, et on s'arrête là. Mais ce que la loi dit, c'est que elle n'est pas contre le fait de donner plus. Oui. Absolument. Ce qu'elle dit, c'est le minimum. Et chacun est libre de donner plus. Donc, pourquoi les entreprises ne prendraient pas le lead aujourd'hui pour permettre à leurs collaboratrices, aux femmes, d'avoir un système qui leur permet d'apporter leur contribution et d'être pleinement productives, mais en continuant à s'occuper de leur famille. Et je crois vraiment que cette équité va nous aider, nous-mêmes, en tant que RH, à avoir des équipes engagées. Absolument. Avoir des équipes qui sont pleinement conscientes du bien qu'on leur fait en tant qu'entreprise, parce que ce que je perçois des fois beaucoup aujourd'hui, c'est que les collaborateurs ont le sentiment d'être exploités. Ont le sentiment que, voilà, je viens et justement parce que a l'impression qu'il est pas payé à sa juste valeur, il est pas reconnu, ce manque de reconnaissance, ce manque, voilà, et ça crée énormément de soucis. Mais il faut dire qu'il y a plein de choses bien qui se font dans les entreprises. Beaucoup de femmes aujourd'hui, on peut le dire, on est 3 femmes, on est 3 à certains niveaux quand même dans nos entreprises. Et beaucoup de femmes sont à des niveaux de responsabilité assez importants dans les organisations aujourd'hui, même s'il y a encore du travail qui doit être fait. Et ça m'amène à parler d'un truc. Moi, j'adore cette expression parce qu'on évolue, on grandit, il y a des choses qui se font. On dit, il y a un plafond de verre. Ah oui, le fameux plafond. Moi, des fois, je me dis, OK, un plafond de verre. Mais il y a en verre. Alors, comment? Déjà, je suis pas sûre que tous nos amis comprennent c'est quoi le plafond de verre. Khadi, est-ce que je peux dire c'est quoi le plafond de verre? On va dire de manière terre à terre, hein, si je te l'expliquer, c'est un plafond invisible qui aujourd'hui empêche, parce que le plafond de verre a, on va dire, plus de conséquences chez les femmes, malheureusement, et qui donc empêche les femmes d'atteindre un certain niveau de positionnement hiérarchique ou de faire de très grandes choses, tout simplement parce qu'elle est une femme. Et donc, on est là, homme comme femme,
on voit le sommet, mais à contrario, la femme, elle ne voit pas qu'il y a un plafond invisible qui va l'empêcher d'atteindre ce sommet-là. Et de manière terre à terre, c'est vraiment ça, le plafond de verre. Donc, on va dire, et ce plafond-là, il s'appuie sur tous les biais inconscients qui existent, les stéréotypes qui existent sur les femmes qui disent que les femmes n'ont pas cette capacité-là à pouvoir gérer efficacement certaines positions lorsqu'elles sont au sommet. Et c'est tellement dramatique parce que il y a encore quelques années, on avait cette idée, mais qui est totalement dépassée, de croire que à l'âge de 6-7 ans, le petit garçon, il est beaucoup plus intelligent que la petite fille. Donc, naturellement, il fera beaucoup plus de grandes choses que la petite fille. La petite fille, elle sera douée dans la gestion familiale, ce qui n'a pas été mauvais en soi parce que ça a développé en nous ce leadership dont on parlait un peu plus tôt. Mais après, nous-mêmes déjà en tant que femmes, on est resté historiquement figés dans cet état d'esprit et nous avons aussi contribué à bâtir ce plafond invisible qui nous empêche de dire on peut aller plus loin. À cause de ce plafond, on n'ose pas dire ce qu'on sait faire, on n'ose pas parler de nos réalisations qui sont tellement souvent conséquentes dans le fonctionnement d'une société. On n'ose pas prendre la parole à des comités de direction en disant ce projet-là, je peux le mener, faites-moi confiance. Et on n'ose même pas rêver, on n'ose même pas imaginer pouvoir atteindre ce sommet-là. Et ce sommet-là, on le retrouve aussi bien en entreprise en se disant oui, on a très peu de femmes dans les COMEX, mais plus loin encore, très peu de femmes se disent je vais oser entreprendre, oser créer ma propre société. Et très peu de femmes encore osent même se dire mais je peux parfaitement occuper une place à la magistrature suprême. Et tout ça, tout simplement parce que dès notre jeune âge, la société, le stéréotype, nous mettent ces freins-là. C'est bien inconscient. Et même nous, en tant que femmes, on alimente ce plafond de verre. J'adore ta chute parce que justement, c'était ça mon truc, c'est de dire, est-ce que nous-mêmes, les femmes, on alimente ce plafond de verre? Parce que je prends un truc très bête, c'est que quand une femme réalise quelque chose, elle veut qu'on l'applaudisse. Elle veut qu'on reconnaisse, et comme si c'est un exploit. Et pourtant, elle a la capacité de le faire. Pourquoi on doit tout le temps, ça doit faire la une femme a fait ceci, et on appuie sur le une femme. Une femme, moi ça me tue. Une femme c'est un exploit. Une femme a fait quelque chose, c'est un exploit. 10 hommes peuvent faire la même chose, c'est pas très grave. C'est normal. 10 hommes peuvent le faire. C'est incroyable. Mais une femme qui fait la même chose, waouh. Et nous-mêmes, les femmes, on alimente cela. Alors aujourd'hui, Khadija, quel conseil on peut donner aux femmes justement pour briser ce plafond de verre? Parce que ce sont les stéréotypes qui ont mis ce plafond de verre. Et des stéréotypes du genre, les émotions des femmes ne leur permettent pas d'avoir des places dans des commerces ou de gérer un certain niveau de stress. Parce qu'on va dire, elles ont leurs règles. Ça, c'est le truc qui est génial. On dit, une femme, parce qu'elle a ses règles, elle peut pas être dans un... Mais là, on va même plus loin, on va parler de tempête émotionnelle. Les femmes, elles sont tout le temps dans leur tempête émotionnelle, mais franchement, d'où ça sort? Pourquoi? Mais après, moi je dis, mais la tempête émotionnelle, est-ce qu'elle empêche d'être compétente? Est-ce que la tempête émotionnelle empêche la femme d'être capable de diriger un COMEX, d'être capable de diriger une équipe? Moi je dis, oui, je suis une femme. J'ai des émotions. J'ai des hormones qui montent et qui descendent parce que j'ai un cycle menstruel. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et quand mes émotions montent, je les reconnais. Quand je connais mon cycle, je sais dans quoi je suis et je peux m'ajuster par rapport à mes équipes. Je peux prévenir. C'est le rôle de l'intelligence émotionnelle aussi. C'est ça que l'on maîtrise. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, nommez des femmes dans vos COMEX. Là, on parle à tous les patrons là. Nommez des femmes, ça va vous faire du bien, ça va animer les réunions. Ça anime beaucoup de réunions quand il y a des femmes, c'est sympa. Alors, elle dit quelques conseils pour briser le plafond de verre. Le premier conseil que j'aurais donné, le plus important, c'est de travailler sur soi. La confiance en soi plénière. C'est, je pense, la base. C'est la base. Il faudrait travailler cette confiance-là. Parce que comme l'a dit Hadi,
il y a cette chaîne mentale qu'on traîne depuis l'enfance. Quand on est enfant, on n'a pas le droit de regarder les parents. On n'a pas le droit de prendre la parole quand il y a du monde. On n'a pas le droit de dire certaines choses aux grandes personnes. Donc, c'est ça qui fait que lorsque nous grandissons, on a ce problème de confiance, de ce problème d'affirmation. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler sur soi, son développement personnel, d'avoir cette confiance. Deuxième chose, il faut être compétent. Donc, il faudrait aller apprendre de nouvelles compétences afin de pouvoir être au même niveau que certains pour pouvoir ne les dépasser. Donc, compétences. Aussi, il est important d'être solidaire entre nous. La solidarité, elle est importante. Si moi, je parle tout seul, je vais être moins entendu que si nous le faisons tous. En effet. Donc, il est important d'avoir ces sororités dont on parle et que ça soit sincère. La dernière fois, d'ailleurs, le 8 mars, j'étais à un événement qui a été organisé par lui et on en parlait. Parce qu'il est important aujourd'hui que les femmes puissent avoir une voix. Et pour ce faire, il faudrait qu'on soit solidaires entre nous. Il faut aussi que les hommes puissent déconstruire ces idées qu'ils ont. On parlait d'ailleurs du he for she. Et il est important qu'ils puissent nous comprendre, qu'ils puissent nous aider aussi à atteindre ce niveau que nous pouvons atteindre. Mais c'est parce qu'il y a cette chaîne mentale-là et qu'il y a comment le dire encore? Le fardeau, mais il y a un mot que je n'arrive pas à ressortir. Préjugés. Voilà. Les préjugés de nous-mêmes, on n'arrive pas à dépasser. Peut-être aussi, je pense qu'il y a un terme, quand tu as parlé de sororité, qui est extrêmement important. C'est vraiment le mentorat. J'ai une collègue qui me parlait de Mariam Abba et de l'équivalent de Mariam Abba pour les hommes, Prytanée militaire. Au Prytanée militaire, ils sont extrêmement solidaires. Lorsque même ils sortent, les alumni encadrent les jeunes qui viennent de sortir du Prytanée. Ils ont leur club. Ils boostent un peu même la carrière de leur fiole et tout ça. À Mariam Abba, malheureusement, on n'a pas ça. Parce qu'on n'arrive pas à développer ce système de sororité-là. Et je pense qu'un levier aussi sur lequel on peut se baser pour briser le plafond de verre, en plus de tout ce que Khadija a dit, c'est le mentorat. Aujourd'hui, que les femmes puissent adhérer à des programmes de mentorat avec des femmes qui ont osé briser les codes, qui ont osé briser leur plafond et qui pourront les accompagner step by step à justement à leur tour briser les leurs. Donc c'était vraiment un point important. La sororité via le programme de mentorat peut être d'un très grand appui à ces femmes-là. Mais c'est génial et justement je pense que nous en tant que femmes aussi, il faut justement accepter d'aller au service de ces femmes-là. Il faut accepter déjà se connaître, c'est ce que tu as dit, travailler sur soi et savoir qui je suis, savoir quelles sont mes capacités, quelles sont mes limites et reconnaître en une autre femme quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a fait le parcours que je veux faire et de pouvoir en toute humilité aller lui dire je veux marcher sous ton aile. Parce que nous les femmes beaucoup, on n'arrive pas à faire ça. Quand on voit une femme qui a réussi, on essaie de trouver la raison pour laquelle elle a réussi. On essaie de trouver l'homme qui est derrière ça. Et c'est nous les femmes qui faisons ça. On essaie de trouver l'homme qui lui a permis d'arriver là-bas. Et on considère déjà nous-mêmes les femmes qu'elle n'est pas assez intelligente et n'est pas assez capable pour être arrivée là-bas. Je crois que déjà ça, c'est quelque chose que nous-mêmes nous devons déconstruire et nous devons accepter que nous avons des capacités et que des femmes ont des capacités d'arriver là où on veut arriver et de pouvoir aller nous mettre sous ces femmes-là et servir, avoir ce leadership du service, accepter le service et aller vraiment participer. Moi, il y a un truc qui me parle beaucoup, c'est quand il y a des événements organisés par une femme, beaucoup de femmes n'y vont pas. Ouais. Même quand on a des copines, elles organisent un événement, on n'y va pas. On va pas la soutenir. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va booster l'autre, on va pousser l'autre parce que si on pousse les autres et qu'on les accompagne, plus elles montent, ça crée le chemin pour les autres femmes. Absolument. Ça crée vraiment le chemin. Et nous, en tant que RH, je crois qu'on a cette responsabilité aujourd'hui.
Et je sais pas s'il y a des choses pratiques que tu fais toi en entreprise aujourd'hui pour accompagner les femmes à changer cette façon de se voir et briser ce plafond de verre. Bon, je pense que, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce que j'avais mis en place le 8 mars dernier, lorsque j'étais dans l'ancienne boîte où je travaillais, c'était cette idée que j'avais de créer cette sororité entre nous femmes afin qu'on puisse se donner des conseils. Parce qu'il arrive que dans une entreprise qu'il y ait la célibataire, celle qui est mariée sans enfants, celle qui est mariée avec des enfants, la divorcée. Donc, les inclure tout et se donner des conseils afin de savoir chacune comment on fait pour pouvoir atteindre le bien-être que nous souhaitons. Je pense que c'est ça l'idée. Par contre, pour là où je viens d'arriver, malheureusement, je suis en train de travailler dessus. Je n'ai pas encore entamé. Et t'as vu quoi cette année, là, pour le 20 mars? Cette année, c'est vrai que j'ai fait l'atelier bien-être. Tu me le rappelles? Donc, j'ai fait l'atelier bien-être. L'idée, c'était quoi? De pouvoir trouver cet équilibre entre vie pro-perso. Parce que c'est quelque chose de vraiment difficile à trouver. Et l'idée derrière, c'était d'aider les personnes. Parce que tout le temps, on parle de fatigue. J'avais fait un sondage d'ailleurs afin de faire cet atelier, afin de voir la maturité des gens par rapport aux questions de bien-être. Super. Et il s'est trouvé que beaucoup sentaient que le bien-être le manquait. Donc, en appelant coach Kodo pour l'atelier, elle a pu nous parler déjà les signes en avant que moi-même, je connaissais pas. Parce que quand elle parlait, on se retrouvait, par exemple, elle nous dit, lorsqu'on a l'œil gauche ou droit qui ouais, nous, on a l'habitude de dire au Sénégal, C'est de mauvaises humeurs. et merci que tu n'as pas vu depuis longtemps. Quand c'est l'œil droit, c'est plutôt l'œil droit plutôt. C'est parce que tu vas avoir une mauvaise. Franchement, les superstitions. Elle dit que ça, c'est un signe de fatigue. C'est le système nerveux qui dit que vous êtes fatigué, manquez de magnésium. Donc, tu vois, on était ébahis et on se rend compte qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de points comme ça que l'on ne prend pas le temps de décortiquer et de prêter attention et un jour, on tombe. Donc, pour moi, le point, c'est le bien-être. Il faudrait tout le bien-être enveloppe tout. Bien-être au boulot, bien-être à la maison. Et pour ce faire, il faudrait déjà être bien organisé, s'écouter, prendre le temps vraiment de connaître son corps, faire du sport, bien manger et être dans un environnement où on est bien. Être avec des personnes positives, des personnes qui poussent vers l'avant. Je suis avec un job bien. Donc, c'est ce genre d'environnement vraiment qui pousse, qui nous permet à pouvoir désirer ce plafond de verre comme dans la vie de tous les jours. Super. Le bien-être, Hadi. Le bien-être chez Forvis. Chez Forvis, comment tu fais ça? De bien-être. Je pense que Coach Kodo est également passé par là avec l'équipe de Baraka Gate. Et oui, donc le bien-être chez nous, en plus de ces formations-là, beaucoup centré sur l'intelligence émotionnelle parce que fondamentalement, le bien-être est lié à l'intelligence émotionnelle. Je me dis, pour savoir ce dont on a besoin pour être bien, il faut d'abord se connaître. Et donc, c'est vraiment beaucoup de thématiques sur lesquelles on a eu à travailler. Et parallèlement à ça, on a intégré un tout petit peu ce leadership de service-là pour nous sentir bien à travers beaucoup d'actions RSE que nous faisons. Parce qu'on se rend compte que en donnant un peu de nous aux autres, on récupère aussi une certaine forme de réconfort. Donc, on est beaucoup orienté sur des activités RSE. Et pour finir, on développe beaucoup d'activités de team building. Donc, tout ce qui est vraiment vie associative au sein de l'entreprise, on le booste énormément. Et en plus de ça, pour les femmes, maintenant, plus spécifiquement, puisqu'on est dans le mois de la femme, on a un programme de mentorat qui ne couvre même pas seulement le Sénégal, mais toute la région Ouaka, où aujourd'hui, une Hadi peut avoir un associé qui est basé au Cameroun comme mentor pour pouvoir échanger un peu. Et ça permet justement, parce que on se veut être une entreprise où la diversité et l'inclusion est vraiment très forte. Notre D&I, on la booste énormément. Et donc, le fait de tisser des relations dans cet environnement multiculturel nous permet aussi de renforcer un peu cette diversité et cette inclusion également. Donc, voilà un peu ce que nous faisons en termes d'activité bien-être. Super, merci les filles. Et
vraiment, je vous remercie parce que ça permet vraiment à tout le monde et j'espère, les amis, que vous avez bien noté, que vous avez des tips, que vous avez des idées que vous pouvez mettre en pratique dans vos environnements pour vous, pour les autres, pour vos collègues et autres. Et c'est vraiment important de pouvoir, dans notre leadership en tant que femme, ne pas nier notre féminité. Parce que pour moi, c'est une clé. Ce leadership, il n'est pas simplement féminin parce qu'on est une femme. Il est féminin parce que nous avons des capacités en nous qui nous donnent d'être spécifiques, d'être à part, de pouvoir fonctionner dans nos environnements d'une certaine manière, de pouvoir être différent, pouvoir embarquer les autres. Et je crois que il est important pour nous de ne pas nier cette féminité, en entreprise. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, le jour que j'aime le plus en entreprise, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est génial en entreprise parce que on a des femmes magnifiques. Le vendredi, on est content d'aller au travail parce que les yeux sont rassasiés. Là, je suis vraiment très heureuse parce que justement, c'est quelque chose qu'on essaye d'annihiler, de mettre ce conformisme-là, de tout le monde de mettre des gens dans des boîtes, de faire en sorte que les gens fonctionnent de la même manière, de la même façon, on parle d'une certaine manière, on agit d'une certaine manière. Bon, vous, les banquiers, vous faites ça beaucoup. Dans le milieu financier, on s'habille d'une certaine manière, on fait comme ça, on banque comme ça, on dit ça. Mais ça enferme, en mon sens, les gens dans des stéréotypes. Ça crée encore d'autres choses qui ne sont pas forcément bénéfiques à la performance de l'entreprise. Je crois que l'individualité, la spécificité de chacun peut apporter énormément à la performance de l'entreprise. Et vraiment, je vous dis merci pour ce moment. Si vous avez un dernier mot à dire à nos amis, qu'est-ce qu'ils peuvent, avec quoi ils doivent partir dès demain, qu'est-ce qu'ils font pour être des leaders inclusifs? Khadija, merci beaucoup, Patience. Vraiment, ce fut un bon moment. Pour le mot de fin, je dirais que chacun d'entre vous est important. Je dirais pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Ce sont les hommes aussi qui doivent soutenir leurs femmes parce qu'il est important, lorsque nous, femmes, on est en train de travailler sur nous, il est important qu'on soit soutenus. Et pour dire que chacune aussi est important plutôt, je vais vous laisser avec cette citation que j'aime tant dire de Malala Yousafzai. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une activiste pakistanaise. Elle a été prix Nobel de la paix à 17 ans seulement. Elle lutte en faveur des inégalités des femmes. Et vraiment, ce qu'elle dit, c'est quand j'ai lu cette citation, je pense que ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et c'est ma citation préférée. Elle montre à quel point moi, toi, elle, eux, en tant que personnes, sont importants. Elle dit, ne laissez personne d'autre parler en votre nom, car c'est vous qui pouvez changer le monde. Absolument. Absolument. Votre voix compte. Prenez la parole. Khadija, peut-être, puisqu'on est dans le mois de la femme, je vais peut-être plus orienter ce que je vais dire pour les femmes et qui rejoint vraiment ce que Khadija vient de dire. C'est que, mesdames, osez. Parce que derrière chaque femme qui ose, il y a beaucoup tant d'autres qui sont derrière et qui vont suivre. Donc vraiment, osez prendre la parole, osez postuler à une position, osez être vous-même et osez vous défendre vos positions, vos convictions en tout temps parce qu'il y a beaucoup qui sont derrière et qui vont calquer ce qu'elles font par rapport à ce que vous avez osé faire. Merci. Merci les amis, osez. Ne laissez pas votre parole à quelqu'un d'autre. Osez prendre la parole. Osez sortir de votre zone de confort. Osez être ces femmes féminines, mais leaders, qui amènent ce leadership en entreprise, ce leadership spécifique, ce leadership qui vous ressemble, ce leadership qui est le vôtre. Il n'y a pas un seul leadership, il y a des leaderships en fonction de chacun de nous, en fonction de nos capacités et en fonction de qui nous sommes. Voilà les amis, c'était notre premier épisode de la pause RH. Nous allons vous revenir bientôt avec d'autres thématiques. Avec ma team, on va continuer à parler RH. Nous aurons d'autres invités
d'autres personnes qui vont nous rejoindre pour vous donner des idées, pour vous donner des tips, pour vous donner des conseils, pour vous accompagner dans votre parcours. Et nous, on vous dit aujourd'hui, osez et surtout, prenez le temps de vous poser, posez-vous et profitez.